Bonjour à tous, je suis Carrie Thibodeau, directrice nationale des programmes et politiques publiques à la Fondation canadienne Durand. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui, Maladie rénale rare, défis, possibilités et perspectives de patients atteints du syndrome d'Alport en collaboration avec le Alport Syndrome Foundation. Avant de commencer, j'aimerais passer en revue quelques points afin que vous sachiez comment participer à l'événement d'aujourd'hui. Nous proposons ce webinaire en français et en anglais avec interprétation simultanée. Au cours de la session, les intervenants feront leur présentation en anglais. Pour écouter la présentation en français, cliquez sur l'icône d'interprétation dans la barre d'outils Zoom et choisissez français comme langue préférée. Nous proposons ce webinaire dans les deux langues en utilisant la traduction simultanée. Pendant la présentation, les intervenants s'exprimeront en anglais. Pour entendre la présentation en français, choisissez français dans l'icône d'interprétation de la barre d'outils Zoom. Vous avez rejoint la présentation en écoutant avec le système de haut-parleurs de votre ordinateur par défaut. Tous les participants entrent dans le webinaire avec le son coupé. Si vous préférez participer par téléphone, sélectionnez la flèche à côté de l'icône Mute Unmute ou sourdine au bas de votre écran dans la barre d'outils Zoom. Sélectionnez Passer à l'audio du téléphone, puis sélectionnez Appel téléphonique et suivez les instructions pour composer le numéro. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré. Les personnes qui se connectent à partir de leur ordinateur auront la possibilité de soumettre des questions textuelles au présentateur en les tapant dans le volet QR qui se trouve dans la barre d'outils Zoom au bas de la fenêtre de réunion. Veuillez éviter d'utiliser la boîte de dialogue ou le chat pour soumettre vos questions, car ça nous permet de les contrôler plus efficacement lorsqu'elles sont toutes soumises dans le volet questions-réponses. Vous pouvez envoyer vos questions en français ou en anglais à tout moment de la présentation. Nous les recueillerons et répondrons lors de la session de questions-réponses à la fin de la présentation. Pour protéger votre vie privée, lorsque vous posez une question, veuillez ne pas utiliser votre nom ni fournir d'autres informations personnelles. Avant de commencer le webinaire d'aujourd'hui, il est important de reconnaître les territoires autochtones sur lesquels nous nous trouvons. Inspiré par le 94 appel à l'action recommandé par la Commission de vérité et réconciliation du Canada, la reconnaissance des terres est une première étape nécessaire pour honorer les premiers occupants d'un lieu. Elles aident également les Canadiens à reconnaître et respecter les croyances de parenté inhérentes aux peuples autochtones en ce qui concerne la terre, d'autant plus que ces croyances ont été restreintes pendant si longtemps. C'est avec gratitude et respect que je me joins aujourd'hui à cette réunion depuis Newmarket, territoire traditionnel des Haudenosaunee, des Wendat et des Anishinaabe. Si vous connaissez le territoire d'où vous vous joignez à nous aujourd'hui, n'hésitez pas à nous en faire part dans le volet clavardage. La Fondation canadienne Durand aimerait remercier Otsuka, notre commanditaire, pour la série de webinaires 2024. Leur soutien continu nous permet de nous réunir pour avoir des conversations plus larges, audacieuses et courageuses. L'information présentée dans le webinaire d'aujourd'hui est à jour, aujourd'hui, 21 février 2024. L'information communiquée dans ce webinaire ne constitue pas un avis médical. Les informations que vous entendrez sont de nature générale et ne couvrent pas nécessairement toutes les circonstances. Bien que nous nous efforcions d'être exacts, nous vous recommandons de demander l'avis d'un professionnel de la santé pour votre situation personnelle. Donc, pour lancer la conversation aujourd'hui, j'aimerais vous présenter notre premier panéliste, la Dr Moumita Baroua. La Dr Baroua est clinicienne chercheuse et néphrologue à l'Hôpital général de Toronto. Son programme clinique et de recherche vise à comprendre pourquoi les gens développent une maladie rénale chronique en explorant les susceptibilités génétiques chez les patients, les cohortes basées sur la population et les modèles expérimentaux. Elle s'intéresse particulièrement aux troubles du filtre rénal, connus sous le nom de maladie glomérulaire. Malheureusement, elle n'a pas pu se joindre à nous en direct aujourd'hui, mais dans cette séance préenregistrée, le Dr Baroua parlera des maladies rénales rares en prenant l'exemple du syndrome d'Alport. Alors, merci pour cette belle présentation et merci à la Fondation canadienne Durand de m'avoir donné cette occasion de venir présenter ce webinaire aujourd'hui. Donc, le titre de ma conférence, syndrome d'Alport, rare, mais plus fréquent qu'on ne le pensait. Et voici maintenant mes divulgations, mes affiliations, mes financements et les opportunités de conférence qu'on me donne. Donc,
Les maladies rénales rares, en général, sont assez fréquentes. Et il y a plusieurs troubles rares dans maladies rénales. Généralement, ils sont souvent mal diagnostiqués. Je vais vous parler du syndrome d'Alport et pourquoi et plusieurs des leçons que nous devons tirer de ce syndrome d'Alport, car elles peuvent être appliquées aux maladies rares. Alors, il s'agit d'un problème génétique qu'on voit de plus en plus en clinique et il y a différents problèmes qui sont associés à la surdité, aux problèmes oculaires et qui donnent une chance de diagnostiquer correctement. Mais il y a des personnes qui ont un trouble inhabituel et ou un trouble faible. On peut retrouver du sang dans les urines qui peut être accompagné de protéinurie, d'albuminurie, et qui fera en sorte qu'ils ne progresseront pas. Mais il y a aussi la forme atypique de syndrome d'Alport, les adultes qui ont un problème histopathologique, qui est une façon de dire qu'ils ont un problème de filtration glomérulaire au niveau du rein. Et c'est ce genre de personnes ou ce genre de syndrome d'Alport qui risque d'être mal diagnostiqué. Donc, ça s'applique aux maladies rares en général, mais il y a cependant des caractéristiques qui se chevauchent et qui font qu'elles ne sont pas faciles à identifier et qui nous permettent difficilement d'arriver toujours au diagnostic exact. Le syndrome d'Alport est un problème génétique ou héréditaire, si vous préférez, et qui se présente au niveau du collagène 4, alpha 3, 4, 5. Alors, on retrouve cela partout dans l'organisme. Il y a plusieurs types de collagène dans le corps humain et le collagène de type 4 est un élément de la membrane basale glomérulaire. Et si vous avez un problème génétique dans le collagène 4 alpha 3, alpha 4, alpha 5, ça signifie que vous avez le syndrome d'Alport. Je vous ai dit que les maladies rares sont assez fréquentes et qu'il y a plusieurs troubles rares dans les maladies rénales. D'évaluer la prévalence de cette maladie est tout un défi. Et comme je l'ai dit, la forme la plus classique aura de bonnes chances d'obtenir le bon diagnostic, mais s'il s'agit d'une forme moins sévère ou plus atypique qui partage des caractéristiques avec d'autres maladies rénales, il est possible que le diagnostic adéquat ne soit pas nécessairement donné. Mais en fonction des cohortes populationnelles que nous avons commencé à travailler au niveau de l'établissement de la prévalence de ces maladies rares et ce que ça nous suggère, c'est que la prévalence du syndrome d'Alport est, de façon conservative, soit plus élevée que les autres maladies rares. Maintenant, l'atteinte d'un diagnostic est importante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de traitement approuvé par la FDA pour ce syndrome, comme c'est le cas pour plusieurs autres maladies. Néanmoins, il est important d'avoir le bon diagnostic parce que ça nous offre d'autres opportunités. Comme Lisa Bandrak l'a dit, elle est responsable de la Alport Syndrome Foundation. En 2023, elle a publié quelque chose où elle écrit sur son expérience personnelle ou son expérience familiale, si vous préférez, pour l'obtention du bon diagnostic et de quelle façon elle a réussi à l'obtenir et qui a commencé à leur permettre de prendre les traitements recommandés, les options de traitement recommandées. Elles ont également mieux compris quelles pouvaient être les complications, les anomalies liées au syndrome d'Alport qui ne sont pas si évidents dans les formes moins graves ou modérées. Ils ont également eu la chance de participer à des essais cliniques et à des recherches, je vous en reparlerai un peu plus tard, et ont obtenu des possibilités de entrer en contact avec d'autres patients souffrant du même diagnostic.
Alors, qu'est-ce qui influence ce spectre clinique très vaste dans le syndrome d'Alport? Eh bien, la génétique joue un rôle important. Alors, ça a été pris dans un document qu'on a publié en 2022. Et ce que nous démontrons ici, c'est que le type de problème génétique influence le spectre clinique ou le phénotype. Donc, les gènes dans le cas du syndrome d'Alport, le collagène, il y a plusieurs défauts génétiques qui jouent un rôle dans les problèmes de, de chromosomes. Mais il y a des substitutions qui sont faites au niveau des parties constituantes et c'est un peu comme une coquille typographique. On peut avoir une phrase, même s'il y a une petite coquille typographique, on peut comprendre la phrase, mais elle est incorrecte. Et c'est le cas de ce qu'on retrouve dans les phénotypes. Autre facteur influentiel est le nombre de défauts génétiques de la personne. Donc, au niveau des gènes du collagène 4-alpha-3, alpha-4, les gens ont deux copies d'un gène. Donc, ceux qui n'ont qu'un défaut génétique auront des maladies plus légères que ceux qui ont des maladies plus graves. Pour le collagène 4-alpha-5, il n'y a qu'une copie, donc les mâles ont tendance à avoir des maladies plus graves que les femmes. Dans le cas de collagène 4-alpha-5, nous voyons également la même chose lorsqu'on analyse une cohorte de 4 500 adultes caractérisés et l'information est également disponible. Et ce que nous voyons, c'est que les gens qui n'ont qu'une copie d'un défaut génétique au niveau du collagène ont des maladies moins graves que ceux qui en avaient deux copies. Bon, disons que ce sont des généralisations et qu'il y a des exceptions à cette règle. Donc, cette partie au niveau des défauts génétiques et de la caractérisation des génotypes n'est pas simplement académique, mais joue un rôle dans le développement de thérapies. Alors, nous avons l'exemple de fibrose kystique où il y a plusieurs agents qui ont été développés en fonction du défaut génétique qui mènent à différents problèmes. Donc, dans le cas du syndrome d'Alport, lorsque nous avons des défauts génétiques importants, où le collagène n'est pas fait de façon correcte, les récepteurs de collagène engendrent une réponse inflammatoire, formation de cicatrices et maladies rénales chroniques. Dans le cas de défauts moins graves, nous voyons la production de protéines de collagène, mais ces protéines sont anormales et vont générer un stress cellulaire et vont mourir et créer une maladie rénale. Bon, alors c'est encore une fois généralisé, c'est une explication que je voulais donner, mais nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et en fait, c'est très intéressant. Dans le cas de problèmes de la membrane basale glomérulaire ou du syndrome d'Alport, c'est-à-dire de fonction de filtration rénale. Et voici le tableau que nous avons publié en mai 2023 qui touche 5 gènes. Et nous avons travaillé avec des gens souffrant du syndrome d'Alport ainsi que d'autres maladies glomérulaires rares. Le premier agent est l'IRX2 et c'est une trithérapie qui cible particulièrement les problèmes génétiques graves dont souffrent les gens souffrant du syndrome d'Alport. Et pourquoi on l'appelle ainsi? C'est que ça force les cellules à passer à travers le défaut génétique et cet agent peut être appliqué à d'autres troubles génétiques qui sont causés par des problèmes génétiques. Les 4 autres agents
ne touche pas ces défauts génétiques, mais ont à voir avec d'autres problèmes, FSGS, maladies rénales, diabétiques et autres. Ce qu'on ne voit pas sur cette diapo sont deux essais cliniques supplémentaires pour lesquels on n'a pas encore de chiffres, mais les informations peuvent être obtenues si vous allez voir le site web de la Fondation Alport américaine. Le rapport, est-ce que les compagnies pharmaceutiques s'intéressent-elles maintenant à tout cela, au syndrome d'Alport, entre autres, et aux maladies glomérulaires rares? Parce que, comme je l'ai dit, le moment est intéressant pour l'étude de ces maladies parce qu'il y a des essais cliniques et des recherches qui sont faites en ce sens. L'une des raisons, entre autres, c'est qu'on utilise davantage les théories géniques et l'un des défis dans le cas des maladies rénales rares, c'est de recruter un nombre suffisant de patients pour examiner si un agent thérapeutique sera efficace ou non. Donc, il est très utile d'être en mesure d'ajouter des patients à la population de l'étude pour rencontrer les exigences de recrutement de ces études. Et finalement, nous avons davantage de techniques de séquençage génique. Donc, un exemple serait l'édition CRISPR. Donc, les compagnies pharmaceutiques sont intéressées par ces troubles génétiques. Les compagnies pharmaceutiques en général, ou certaines de ces compagnies pharmaceutiques sont très intéressées à comprendre la base génétique commune des maladies rares. On y retrouve AstraZeneca, Regeneron. AstraZeneca a déjà séquencé 2 génomes connus. Parce que si on comprend la génétique derrière ces maladies rénales rares, on pourra identifier des cibles thérapeutiques. Le gouvernement fédéral est également intéressé par ces maladies rares et l'année dernière, il y a eu pour la toute première fois une stratégie nationale de médicaments pour maladies rares qui a été annoncée où on va investir jusqu'à 1,5 milliard de dollars, comme Lisa l'a décrit dans tout cela. Les ressources pour le syndrome d'Alport et d'autres troubles est très important. Donc, l'Alport Syndrome Foundation américaine est une ressource extraordinaire, tant pour les patients que pour les médecins, car il fournit des informations sur les essais cliniques. Il y a également Alport Royaume-Uni, qui est UK, qui est, c'est incroyable pour les médecins comme pour les patients. Donc, ça, c'est ma dernière diapo. Je veux vous remercier pour l'attention que vous m'avez accordée. Nous avons ici une photo qui m'a été fournie par la Alport Foundation. Alors, ce sont des gens qui ont participé à la conférence à San Diego cette année où les patients de partout à travers l'Amérique du Nord et du monde sont venus. Merci de votre attention et j'aurais bien aimé être là en personne pour répondre à vos questions. Et j'espère qu'il y aura d'autres occasions de le faire. Nous aimerions remercier le Dr Baroua pour une présentation très instructive. Si vous avez des questions, mettez-les dans le volet questions-réponses et si elle est en mesure de se joindre à nous à la fin, elle y répondra plus tard. Maintenant, j'aimerais vous présenter notre modératrice aujourd'hui, Lisa Bonebrake. Lisa est une patiente atteinte du syndrome d'Alport, une aidante, une militante et la directrice exécutive de la Fondation du syndrome d'Alport, l'ASF, une organisation de soutien aux patients qui compte plus de 9000 membres et qui est dirigée par des personnes atteintes de cette maladie rénale génétique rare qu'elle aurait dédiée. Il y a 10 ans,
ans, son fils a reçu un diagnostic de syndrome de Dalport, ce qui l'a amené à comprendre qu'elle avait elle-même été mal diagnostiquée pendant plus de 40 ans. En 2021, son fils, alors âgé de 19 ans, a connu de l'insuffisance rénale terminale et a dû aller en dialyse. Et son frère, alors âgé de 21 lui a offert la vie grâce à un don de rein vivant. Lisa a publié des articles sur le point de vue des patients et des soignants dans le Journal of Glomerular Diseases et dans le Clinical Journal of American Society of Nephrology. Chaque jour, elle s'entretient avec des patients du monde entier dont le parcours dans la maladie rénale est similaire au sien. Lisa, je te laisse la parole. Merci tellement. Merci, Carrie. Et merci à la Fondation canadienne Durand. Je veux vous remercier, tous les collègues, de m'avoir donné l'occasion de parler des maladies rénales rares aujourd'hui et d'entendre des personnes ayant une expérience vécue pour entendre leur point de vue et partager leurs commentaires. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment cette occasion qui m'est donnée. Et nous sommes très heureux de voir que l'Octobre a parlé d'articles. Il y a des médecins qui sont vraiment très dévoués, qui écoutent leurs patients et c'est très important. Et c'est important pour nous, à la Fondation canadienne Durand et à la Fondation du syndrome d'Alport. Je vais maintenant vous présenter les membres qui vous parleront aujourd'hui. Nous voulons maintenant entendre le point de vue des patients. Liz Peterson est une femme de 53 ans, mariée. Elle était enseignante au primaire, est devenue propriétaire d'une petite entreprise, mais d'une vie de famille très occupée. Elle et son mari, Kurt, sont originaires de la région de Calgary. Ils se sont rencontrés à l'université où ils jouaient dans les équipes masculines et féminines de basketball. Cet amour du sport continue de jouer un rôle important dans leur vie aujourd'hui. Liz, qui est elle-même atteinte du syndrome d'Alport, appuie ses enfants dans leur vie quotidienne au fil des rendez-vous et des autres aspects de la gestion de leur maladie. Sa fille Olivia et ses filles Luca et Layton n'ont pas été définis par le syndrome d'Alport et sont d'excellents élèves, sportifs, sociables, mais ils connaissent d'autres personnes qui ont eu moins de chance qu'eux dans la façon dont le syndrome d'Alport a été diagnostiqué et a affecté leur jeune vie. La famille de Liz, y compris le père de Kurt, Harold et sa mère Merla, ont participé à de nombreuses collectes de fonds au cours des 15 dernières années, ont financé divers projets de recherche dans l'espoir de trouver des traitements et à terme une cure pour le syndrome d'Alport et ils gardent l'espoir d'un avenir meilleur pour toutes les personnes touchées. Donc, je vais laisser la parole Liz. Liz, merci beaucoup de t'être jointe à nous aujourd'hui. Nous sommes heureux de t'avoir pour partager ton expérience. Peux-tu me dire, quand vous et vos enfants avez été diagnostiqués avec le syndrome d'Alport, qu'est-ce qui a conduit au diagnostic? Parce que le diagnostic peut être tout un parcours dans la maladie rénale. Oui, merci beaucoup, Lisa. Et, merci pour tout ce que vous faites pour nous, les patients Alport, Lisa, et leur famille. Donc, c'était quelque chose d'assez particulier. On remonte à il y a 17 ans. Vous savez, les petits garçons, quand ils vont à la salle de bain, visent souvent mal la toilette. Donc, je m'excuse pour les images, mais uriner souvent sur le siège. Et on a vu que c'était sombre comme urine. C'était un peu inquiétant. Donc, on l'a amené à l'urgence d'une toute petite ville. Mais la raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est que nous avions un médecin un urgentiste qui savait qu'il devait y avoir un suivi. Donc, il a fait un suivi immédiatement avec le Children's Hospital ici à Calgary, qui est un excellent hôpital, bien sûr. Et nous avons vu un néphrologue pédiatrique, une néphrologue pédiatrique qui d'abord identifié une néphrite glomérulaire. Et immédiatement, elle lui a fait passer un test auditif immédiatement, il y a 17 ans. Bon, je sais qu'il y a des gens qui ont été mal diagnostiqués, mais en rétrospective, nous sommes vraiment impressionnés de voir que tout s'est fait rapidement dans notre cas.
Donc, on est allé faire un test auditif et on a découvert qu'il avait une perte auditive et ils nous ont expliqué un peu, ça nous expliquait pourquoi il avait eu des problèmes d'attention, des problèmes scolaires. Donc, on savait ça et un an plus tard, on lui a obtenu des aides auditives et on a fait des suivis avec son frère et sa sœur et on s'est aperçu que Leighton avait également une perte auditive et nous les avons mis immédiatement sur les IESCA, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir le diagnostic de Lucas. Éventuellement, ils ont fait un diagnostic pour s'assurer du diagnostic. Et nos deux, lui et sa sœur souffraient d'hématurie. Donc, c'était relativement clair, mais le garçon avait des symptômes plus clairs que ma fille et moi, hein, Olivia. Euh, 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 Ça fait une énorme différence quand on a des diagnostics précoces. Donc, lorsqu'on vous a diagnostiqué, est-ce qu'on a parlé du syndrome d'Alport à proprement dire? Oui, oui, en fait, pas à l'urgence, pas avec la néphrologue, pas immédiatement à la première visite, mais très, très peu de temps après, la néphrologue le savait. Et là, on parle de 2007. Donc, Yeah, I mean, yeah. wow. La médecin avait eu une histoire, un historique de maladie rénale dans sa famille, donc elle avait un intérêt particulier. Ça a probablement joué un rôle aussi. Dr. Susan Samuel. Alors, on est toujours prêt à saluer les grands médecins. La perte auditive est souvent quelque chose qui permet d'arriver au diagnostic pour plusieurs patients. Si un test génétique n'est pas fait immédiatement ou une biopsie rénale n'est pas faite tout de suite, si on parle de maladie rénale simple qui est diagnostiquée, c'est la perte auditive qui permet d'en arriver à un diagnostic très souvent. En tant que soignante, parce que tu as 3 enfants qui souffrent de syndrome d'Alport, à ton avis, quels sont les défis pour élever des enfants atteints d'une maladie rénale rare? Nous l'avons mentionné, on se sent un peu coupable, on passe à travers différentes émotions, mais l'expérience en général, c'est que les enfants se portent relativement bien. Donc ça, on est très reconnaissant pour ça. Mais ça ne vient pas sans défi. Ça nous permet de comprendre que les aides auditives ne sont pas parfaites. Donc, probablement que c'est probablement ce qui nous a mené à chercher un bon audiologiste, de leur faire prendre les médicaments aussi rapidement que possible, d'identifier le syndrome d'Alport et d'agir le plus rapidement possible. On roule à toute vitesse. On essaie de comprendre ce qu'on peut faire immédiatement pour nos enfants. On ne veut pas attendre. Donc, en leur faisant commencer la médication, en faisant en sorte qu'ils soient bien alimentés, parce qu'on mangeait relativement bien déjà à la maison, mais on nous a encouragés à continuer ce qu'on faisait parce que nos enfants se portaient vraiment bien. Mais réduire le sodium et ce genre de choses était important. Et au niveau en fait, il ne faut pas sous-estimer les difficultés que les enfants peuvent avoir avec une perte auditive. Les aides auditives ne sont pas parfaites, c'est fantastique, bien sûr, mais il y a des améliorations technologiques importantes qui sont faites, mais mes filles, et Lucas pourra vous en parler si vous voulez, ce n'est pas parfait. Et c'est difficile. Donc, il faut être super au fait de tout cela et ne laissez pas les professeurs vous dire qu'ils vont bien s'en tirer s'ils sont à l'arrière de la classe complètement. Donc, notre plus grosse préoccupation, je pense, a été vraiment l'éducation.
en tant que parent, moi aussi, et élevant des enfants avec le syndrome d'Alport, vous avez soulevé des points très importants. Il ne faut pas sous-estimer. On a eu une rencontre hier à la Fondation Alport lors d'une réunion, mais il faut comprendre que les parents doivent se débarrasser de cette culpabilité qu'ils ont. Les maladies rares, incluant le syndrome d'Alport, ne sont pas leur faute. Il faut vraiment oui, ça, c'est quelque chose qui était très important pour moi. Il a fallu que je reconnaisse que ce n'était pas le cas. C'est très prévalent. Bon, quand vous souffrez de ce syndrome d'Alport, d'avoir un groupe Facebook, d'avoir des chances de pouvoir partager avec d'autres, nous le faisons toujours. Nous rencontrions également des médecins et nous l'avons toujours fait, nous y sommes toujours allés, mais la Fondation nous donne vraiment une idée qu'on fait quelque chose parce que vous voulez sentir que vous faites quelque chose pour vos enfants qui ne sont pas bien, donc vous voulez faire quelque chose pour aider les autres et aider votre propre famille. Je suis heureuse de vous entendre dire ça parce que je pense que vous avez tout à fait raison. Et j'ai trouvé, moi aussi, que ce qui semble aider à atténuer la culpabilité que nous ressentons naturellement comme parents parce que c'est nous qui, sans le savoir, avons donné ça à nos enfants, c'est de dire et de faire ce que vous faites, de vous informer, vous éduquer, trouver des meilleurs médecins, permettre à vos enfants d'être évalués, de commencer les traitements, de vous impliquer et d'avoir une communauté peut aider toute la famille et peut aider également les parents à vivre avec cela. Donc, on va passer maintenant à ton fils. Je suis très heureuse de voir que vous êtes avec nous comme famille parce qu'il s'agit d'une maladie héréditaire, donc ça touche plusieurs générations de la famille. Donc, Lucas, dans la bio, on a parlé de ta mère, mais on n'a pas parlé beaucoup de toi. Veux-tu nous expliquer un peu quel âge tu as, quel est ton style de vie, où tu vis? Ah, bien sûr. Alors, je m'appelle Lucas, j'ai 22 ans. Je vais à l'université, j'en suis à ma quatrième année en administration, je joue au basketball également. Donc, je ne vie plutôt active. Je ne suis pas différent de mes amis qui ne souffrent pas du syndrome d'Alport, donc ça va. Nous adorons entendre ça. Tu as un style de vie très sain. Il y a beaucoup de patients qui souffrent du syndrome d'Alport comme toi qui doivent comprendre que la maladie n'a pas à te définir. Oui, ça va toucher ta vie, avoir un impact, mais il semble que tu t'amuses beaucoup et que tu ne laisses pas la maladie te définir et ça, c'est superbe. Il semble que, ayant un diagnostic précoce, tu as pu avoir les médicaments tôt, ce qui t'a aidé beaucoup parce que ta mère parlait d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et ça réduit la progression de la maladie. Donc, dans ta routine quotidienne, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rappelle que tu vis avec le syndrome d'Alport? 2 fois par jour, lorsque je me lève le matin, lorsque je prends mes médicaments le matin et le soir, lorsque je prends mes médicaments aussi. Donc, quand je dois faire quelque chose pour traiter mon syndrome d'Alport, ça me le rappelle. Mais à part ça, peut-être quand je mange, en tant qu'adolescent et en secondaire, j'aime bien manger de la malbouffe. Mais quand j'en mange trop, eh bien, je me rends compte que ce n'est pas nécessairement la meilleure chose pour moi. Donc, c'est un petit rappel de faire attention à mon alimentation et d'être conscient de ce que je mange pour m'aider. Donc, ce sont les principales fois où je me rappelle que je souffre du syndrome. Fantastique que vous disiez cela, que vous fassiez attention à votre alimentation parce que c'est vraiment important quand on parle de maladie rénale. Mais avec ces médicaments, IECA,
cela peut augmenter le niveau de potassium, ce qui n'est pas très sain. Donc, savoir ce qu'il y en est et de ne pas consommer les choses que vous ne devriez pas consommer, c'est bon et bravo. Tu fais de ton mieux en tant que jeune adulte. En ce sens, bravo. Alors, as-tu expérimenté des effets secondaires dus aux médicaments que tu prends pour traiter le syndrome d'Alport, dont les IECA? As-tu des effets secondaires de cela ou? Non, j'ai la chance de ne pas avoir eu beaucoup d'effets secondaires. Bon, peut-être un peu d'étourdissement lorsqu'on augmente ma dose ou lorsqu'on me change de médicament, mais encore une fois, non, non, j'ai vraiment beaucoup de chance. Je n'ai pas beaucoup d'effets secondaires. Je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec ça et qui en ont beaucoup plus que de simples étourdissements. Alors, je remercie mes parents qui ont fait bien attention à cela. Et moi, je n'ai pas eu, grâce à eux, beaucoup d'effets secondaires. C'est super. Superbe parce que, comme tu le sais, lorsqu'on s'est rencontrés, je pense que tu as rencontré d'autres patients en court qui ont des problèmes avec ça. Mon propre fils ne peut même pas prendre 2,5 mg de Centopral, c'est-à-dire d'IECA, sans perdre conscience. Donc, c'est fantastique lorsque les jeunes sont capables de prendre leur médication sans avoir des effets secondaires importants, parce que la recherche démontre que ça peut réduire grandement la progression. Donc, c'est super que tu n'aies pas tant d'effets secondaires. Je suis très heureuse d'entendre ça. Donc, penses-tu que ça modifie ton éducation, tes relations sociales ou la façon dont tu envisages l'avenir? Je pense au niveau de l'éducation, ça a eu beaucoup d'impact parce que ma mère l'a dit, l'audition, grâce à des appareils auditifs, ce n'est pas la même chose que les gens qui n'en ont pas. Donc, ça a été un facteur important pour moi. Il a fallu qu'on m'aide à l'école, m'arrange pour que j'ai plus de facilité. Donc, il faut travailler un peu plus fort, mais bon. Et ensuite, au niveau social, je pense que ça s'ajoute à ça. Ça n'a jamais eu d'impact. Je ne sais pas, c'est pas tous les gens qui ont apporté qui ont des aides auditives. Moi, on ne m'a jamais posé de problème avec ça au niveau social. On ne m'a jamais harcelé. Mes amis s'amusent parfois, mais des pas quand je leur demande de répéter quelque chose plus d'une couple de fois. Mais à part de ça, ça n'a pas d'impact sur moi. En fait, ça fait partie de mon identité. Les gens savent que je n'entends pas si bien. Elles savent que ça fait partie de ma vie. Donc, je ne sais pas, ils me prennent comme je suis. Ils acceptent ça. Ça n'a pas été quelque chose qui m'a touché trop. Ah, c'est fabuleux. Tu es un jeune adulte qui n'a pas trop de problèmes de médicaments, qui est conscient de l'alimentation en cas de maladie rénale, d'accepte tes aides auditives. Mon fils, moi, considère ça maintenant comme une prolongation de son propre corps. Et ça, c'est génial. Et il aime ça, même quand ses copains l'agacent avec ça. Donc, j'apprécie vraiment le fait de te voir comme jeune patient en santé. Ça, c'est très important. Je suis très heureuse de voir ça. Je vais peut-être revenir à toi à la fin. Nous allons parler à un autre patient souffrant de maladie d'Alport, mais nous allons peut-être avoir des questions à la fin pour les locaux. Donc maintenant, je vais vous présenter Thierry Claes. Thierry a un nom français. Il sait que je suis anglophone. Alors Thierry, bienvenue. Il est marié depuis 20 ans, a une merveilleuse épouse, et père de deux adolescents, Julien et Gabriel. Il est programmeur informatique, consultant dans sa propre entreprise, Full Scope Ahead Cloud Consulting.
Sa mère, l'une de ses sœurs et lui-même ont tous été testés positifs au syndrome d'Alport. Il a été diagnostiqué il y a environ 4 ans et depuis, il est actif dans la communauté des patients atteints du syndrome d'Alport par l'intermédiaire du groupe Facebook de la Fondation du syndrome d'Alport. Et il a également assisté à la conférence de la Fondation San Diego en octobre dernier, où il a pu rencontrer d'autres patients et assister à des présentations de médecins-chercheurs. Il est le premier membre de sa famille proche et élargie à avoir été diagnostiqué avec précision du syndrome d'Alport. Il est suivi par sa néphrologue très compétente, et je ne veux pas massacrer son nom, euh, qui travaille dans le nord de Montréal et je vais laisser Terry vous donner son nom. Il prend quotidiennement un certain nombre de médicaments pour lutter contre la maladie. Participera également à un dépistage en mars à Boston pour voir s'il peut prendre part à une étude clinique sur un nouveau médicament ciblant le syndrome d'Alport. Dans ses temps libres, il aime skier, assister à des concerts, observer les oiseaux et passer du temps en famille. Alors, bienvenue, Terry. Merci. Je veux également vous remercier pour tout le travail que vous faites pour la Fondation et l'aide que vous apportez à d'autres patients Alport. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi de faire un travail aussi significatif, comme vous le savez. Donc, les professionnels médicaux pensent que ça touche surtout les hommes, mais ta sœur a souffert d'insuffisance rénale à cause du syndrome d'Alport, ce qui n'est pas si peu fréquent dans le cas de certaines variantes. Mais souvent, les médecins ont de la difficulté à vous diagnostiquer, vous. Donc, parlez-nous de votre diagnostic, ce qui a fait que finalement, vous avez réussi à obtenir le bon diagnostic de syndrome d'Alport. Oui, bien sûr, le diagnostic. En fait, avant d'avoir un bon diagnostic, ça a pris environ 40 ans. Les premiers symptômes sont apparus à l'âge de 10 ans. Je n'avais plus d'appétit, j'étais faible, je suis allée voir le médecin, on a fait des tests de laboratoire, on a diagnostiqué une hématurie microscopique, donc du sang dans mes urines. Donc, à 10 ans, j'ai commencé à voir un néphrologue à l'hôpital Sainte-Justine, hôpital pédiatrique ici à Montréal. Ma mère m'a dit qu'elle avait également une hématurie microscopique, mais ça ne lui posait pas de problème, donc de ne pas m'inquiéter. Donc, je ne ressentais rien de particulier à l'âge de 10 ans. Et puis, en tant que jeune adulte, j'ai eu des rendez-vous de suivi, mais j'avais une néphrologue qui était une amie de la famille. Éventuellement, le courtier d'assurance a proposé, je ne me souviens plus quel type d'assurance, mais la compagnie d'assurance ne voulait pas suivre à moins de connaître la cause réelle de cette hématurie microscopique. Ma néphrologue a dit la seule façon de le savoir sera de faire une biopsie. Il trouvait qu'il y avait des risques qui s'y rattachaient. Donc là, on a manqué cette occasion. Je pense que si j'avais fait la biopsie à ce moment-là, peut-être ça aurait révélé quelque chose. Peut-être je pu prendre des médicaments à ce moment-là. J'étais dans la mi-trentaine. Après ça, 4 ou 5 ans plus tard, j'ai commencé à avoir une hypertension artérielle. En fait, le médecin de famille à l'époque m'a fait voir un interniste et en fait, il m'a dit que je devais surveiller mon hypertension artérielle et que mon avenir était entre mes propres mains. C'est comme ça qu'il s'est expliqué. C'est le conseil qu'il m'a donné. Donc, encore là, une autre opportunité manquée. Si on continue dans le temps, un autre 6, 7 ans plus tard, ma sœur, malheureusement, du jour au lendemain,
a souffert d'une insuffisance rénale. Donc, du jour au lendemain, insuffisance rénale, vous devez faire de la dialyse 3 fois semaine. Et là, elle ne pouvait plus travailler. Donc, ça a été toute une surprise pour nous, en fait, pour toute la famille. Et au même moment, moi, j'ai changé de praticien, de médecin de famille. Je suis arrivée avec le docteur Mélanie Lavigne, qui est très active, très euh, précise et qui m'a fait faire une batterie de tests qui m'a amené à voir un autre néphrologue, le docteur Simon Meyer à l'hôpital Saint-Jérôme au nord de Montréal. Et à cause de ce qui est arrivé à Nasser, elle m'a fait faire une biopsie. Et la biopsie a démontré que je souffrais du syndrome d'Alport et elle m'a dit que je prenais, bon, la bonne médication, Cadocin. Donc, de ce côté-là, ça allait, mais c'est un ARB. Mais comme j'avais des enfants, elle voulait trouver la cause première de toute cette maladie, de syndrome, parce qu'elle pensait déjà que ça pouvait être la maladie Alport ou du berger. Elle avait une idée de ce que ça pouvait être. Elle m'a donc fait faire des tests pour de multiples maladies rénales et il s'est avéré que l'Alport était positif. Et là, j'ai vu un conseiller en génétique qui m'a expliqué que le gène 4 alpha 3 était touché, qu'il était sous forme autosomique dominante, ce qui voulait dire que mes enfants avaient 50% des chances de souffrir de la maladie. On les a donc fait tester, mes deux sœurs et ma mère aussi. Heureusement, mes enfants n'en souffrent pas. Ma sœur, bien sûr, qui était malade, l'avait, et ma mère l'avait aussi. Bien que pour une raison ou pour une autre, ça n'est pas touché tant que ça les autres. C'est intéressant d'avoir les expériences que les patients doivent vivre. Tu as mentionné des choses importantes. Le mauvais diagnostic est tellement fréquent. Nous avons partagé, mais moi, on ne m'a pas offert de biopsie. J'en ai demandé une et ils ne voulaient pas la faire. Donc, on a perdu 8 ans de traitement pour mon fils parce qu'on refusait de lui faire une biopsie. Et donc, tu as eu le même problème. Et le diagnostic est si important. Je suis contente de voir que vous avez réussi à creuser, trouver la solution du mystère. Contente de voir que vos enfants ne l'ont pas. Donc, je suis très contente de voir que tu as été très proactif et nous apprécions également tout le travail que vous faites comme bénévole pour aider les autres patients également dans la communauté. Alors, c'est vraiment, vraiment très important d'encourager les gens à se faire tester. Merci. Je vais vous poser certaines questions parce qu'elles arrivent, mais je vais vous poser des questions sur les médicaments parce que, alors, euh, on se demande de quels sont les médicaments que prend Lucas. Lucas, tu peux nous dire ce que tu prends, ce qu'on t'a prescrit? Oui, ce que je prends à l'heure actuelle, Mr. Et Aflozine. Malheureusement, je ne peux pas vous donner le nom complet. Tu veux que je les donne? Tu veux le nom complet? Tu le sais probablement mieux que moi. Alors, il s'agit de Bill Sartan, 15 mg par jour. C'est un ARB. Et Paclitaxel, c'est le nom générique pour le Forxiga, qui est un médicament pour diabétique. Oui, il s'agit d'un ISGLT2. Et maintenant, c'est pour les adultes et adultes seulement.
Et on peut commencer à le prendre à 16 ans, mais aux États-Unis, au Canada, c'est 18 ans. Donc, ce sont de nouveaux outils, de nouveaux médicaments dans la pharmacopée qui ont été essayés auprès de patients souffrant de maladies glomérulaires et de patients souffrant d'Alport. Thierry, tu prends également des médicaments. Peux-tu nous dire quels sont les médicaments que tu prends pour traiter le syndrome d'Alport? Oui, je prends candesartan. Je prends la dose maximale de 32 mg. Je prends également Forxiga. Je pense qu'aux États-Unis, on l'appelle Forxiga. Il y a différents noms, mais je prends la dose maximale de 10 mg par jour. Je prends également allopurinol de 100 mg pour empêcher la goutte. Les gens souffrant de maladies rénales peuvent en souffrir. Et je prends également de la vitamine D. En termes d'effets secondaires, à un moment donné, je prenais Candesartan et Farxiga en même temps le matin et je me sentais étourdie. Je me levais et j'étais étourdie. Et mon docteur, finalement, m'a suggéré de prendre un le matin et l'autre le soir. Et là, ça fonctionne bien pour moi. Oui, on est tous différents. On parle de différents types de médicaments. Alors, personnellement, je ne suis pas professionnelle en pharmacie, mais on vous encourage à parler toujours à votre professionnel de la santé pour voir quel est le meilleur médicament pour vous. La maladie d'Alport est rare, mais c'est tellement appelé une maladie orpheline parce qu'il n'y a pas de thérapie approuvée par la FDA. À l'heure actuelle, les néphrologues utilisent le standard de soins. Donc, on travaille avec des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et on utilise ça pour ralentir la progression. Mais c'est toujours mieux, bien sûr, de parler avec votre médecin, vos soignants. Terry, tu as dit que tu avais un dépistage le mois prochain pour un essai clinique. Qu'est-ce qui t'a motivé à considérer participer à cette étude clinique? Oui, absolument. Et il y a deux raisons. Une qui est plus vaste et l'autre qui est plus égoïste. En fait, bon, permettre l'avancement de la science et éventuellement trouver un médicament pour tous les patients souffrant d'Alport. En allant à San Diego, il y a une personne qui a dit à quel point c'était important de faire des études. Donc, ça, c'est un. Et la raison plus égoïste, si vous me permettez, c'est que l'un des patients que j'ai rencontré à San Diego m'a mentionné qu'elle faisait partie d'une étude clinique et qu'elle en tirait beaucoup d'avantages. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je veux tenter ça. Elle a dit qu'on avait réduit ses protéines de 15% dans son urine. Donc, c'est incroyable. J'espère, si je réponds aux normes et il m'accepte dans l'étude, je pense qu'il y aura un avantage pour moi aussi. Oui, je pense que c'est important. J'ai bien aimé la présentation de Dr. Brown. Il s'agit d'un pipeline avec le syndrome d'Alport. Alors, vous avez la chance de vous faire diagnostiquer de la bonne façon, avec un bon diagnostic, afin de pouvoir recevoir le meilleur soin, le meilleur traitement du personnel soignant, mais également vous pouvez participer à des études cliniques et essayer de vous inscrire pour permettre de faire de meilleures recherches qui permettront de mieux identifier la maladie. Et j'ai une autre question. Quelqu'un posait, pour ceux qui, je pense que c'est une question pour toi, Liz. Alors, comment est-ce qu'on fait face aux émotions? Et comment réussit-on à se gérer soi-même et à gérer ce qui se passe avec vos enfants, les rendez-vous, les sentiments? Bon, au niveau des rendez-vous, il y en a beaucoup. Mais encore une fois,
vous faites quelque chose, vous rencontrez les bonnes personnes, vous êtes en mesure de mieux gérer la situation. Donc, j'ai eu la chance d'avoir peut-être plus de temps disponible que bien d'autres personnes. J'ai réfléchi pendant un certain temps, j'ai enseigné pendant un bout de temps, mais j'avais ma petite entreprise, donc j'étais un peu plus libre. Avec les enfants, euh, nous avons choisi de nous tenir au fait de ce qui se passait. Ben, vous êtes conscient, vous entendez le nom, mais vous ne savez pas vraiment ce qu'il y en est. Donc, on en parle un peu aux enfants parfois après les rendez-vous, mais on garde ça léger. Et au niveau émotif, c'est là, c'est toujours là. Mais il faut continuer d'avancer dans la vie. Et j'apprécie vraiment qu'il y a des gens souffrent davantage. Je ne veux pas minimiser notre expérience, mais surtout pour mes enfants qui en ont souffert. Mais moi et mes filles, ma fille, on va bien. On n'a pas de problème avec la maladie. Donc, je n'ose pas leur donner des conseils, mais on va aller au rendez-vous à certains moments de l'année, par exemple en juin et en décembre. Donc, vous y allez tous les 6 mois. Et nous avons également des rendez-vous en optométrie. Et je vais commenter aussi sur l'histoire du diagnostic. Malheureusement, il y a un troisième élément et il semble que on peut se diagnostiquer assez précisément en fonction des anomalies oculaires. Donc, merci d'avoir soulevé ce point, c'est important. Les yeux peuvent être touchés, mais vous pourrez en lire davantage à ce sujet sur le site web. Mais je pense qu'il y a une chose importante. Je vous dirais que par rapport à cette question, une personne m'a appelé après que mon fils ait reçu, ben, fait sa dialyse, a reçu sa greffe. Et il a réussi à obtenir cette greffe grâce à un don. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé et m'a dit, j'ai un jeune fils et je veux savoir comment tu as réussi à passer à travers tout le processus. Et j'ai dit, c'est presque comme lorsque tu fais ta valise, tu sais que tu vas aller accoucher à l'hôpital, mais tu ne sais pas quand. Donc, tu prépares la valise, tu la mets près de la porte et tu dois être prête à partir. Et c'est ce que j'encourage les patients du syndrome d'Alport à faire. Faites un sac en allant chercher toute l'information, en vous préparant, parce que la greffe peut arriver. Et lorsque le temps de la greffe arrivera, vous voulez être prêt. Parce que ce sont des moments émotifs, donc préparation à l'avance, parler à d'autres patients, vous éduquer, va vraiment vous aider à vous préparer. Ça nous a vraiment aidé. Nous avions rempli notre sac d'informations. Nous avions des médecins géniaux qui pouvaient nous aider. Je pense qu'on manque de temps. On a beaucoup de questions très intéressantes. Si vous voulez poser des questions supplémentaires, vous pouvez nous rejoindre à info à outport.org et bien sûr, grâce à la Fondation canadienne du Rhin, je vais laisser maintenant la parole à Carrie Thibodeau qui va nous aider à conclure cette rencontre. Alors, je veux remercier tout le monde, Terry, Lucas, Lise, Lisa et tous les gens de la Fondation canadienne du Rhin. Merci, Lisa. Nous aimerions également remercier le Dr Barois d'avoir partagé ses connaissances, son expertise en matière de recherche sur les maladies rénales rares, ainsi que Lise, Lucas, Thierry pour leur discussion vraiment émouvementée et intéressante sur le syndrome d'Alport. Je suis certaine que vos expériences parleront à de nombreux membres de la communauté des malades souffrant de maladies rénales rares. Donc, nous apprécions grandement. La Fondation du Rhin s'engage à fournir des informations et des ressources éducatives sur les reins et les maladies rénales. Par l'intermédiaire de nos antennes régionales, nous offrons des conseils, un soutien pour l'accès aux services du système de santé, ainsi que du soutien au sein de votre communauté. Nous vous invitons à nous contacter si vous avez d'autres questions.
À la fin du webinaire d'aujourd'hui, votre ordinateur ouvrira une nouvelle page vous demandant de répondre à notre enquête de satisfaction sur le webinaire. Vos commentaires sont super importants pour nous aider à continuer à améliorer notre série de webinaires. Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir prendre un moment pour y répondre. L'enquête est disponible en anglais et en français grâce à un bouton de langue situé dans le coin supérieur droit de votre écran. Au nom de la Fondation canadienne Durand, je vous remercie d'avoir participé au webinaire d'aujourd'hui, Maladie rénale rare, défis, possibilités et perspectives de patients atteints du syndrome d'Alport. Je vous souhaite une excellente journée.